De retour dans Parlons Design pour la seconde partie de la rencontre avec Marie Gaumont, Director of Product Ops chez Payfit. Dans cet épisode, elle nous raconte un projet complet de Product Ops, bien sûr, de A à Z, qu'elle a mis en place chez Payfit, mais aussi de bons conseils pour intégrer nous-mêmes ces pratiques de Product Ops. Bonne écoute à tous. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product designers. Tu nous as pas mal parlé du rôle, du rôle des Product Ops en général. Pour s'immerger encore un petit peu plus dedans, est-ce qu'il y a un projet récent porté par ton équipe où tu pourrais un peu nous raconter justement les différentes étapes de quel input ça en est parti? Tu nous as dit tout à l'heure que ça faisait pas toujours que partie du leadership. D'où ça vient, quelles ont été les différentes étapes et quel a été l'output un peu? Le plus parlant, et en soi plutôt un ensemble de projets qui se sont succédés. Moi, quand je suis arrivée chez Payfit, on avait une vraie problématique sur la gestion des dépendances. Donc en fait, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'équipes qui devaient soit mettre leur sujet en pause, soit les abandonner, soit avec des forts délais de retard. Parce que ils étaient dépendants d'une autre équipe pour les débloquer sur une partie de leur sujet, et qu'en fait, comme il n'y avait pas de visibilité donnée à l'échelle, comme il n'y avait pas d'anticipation, ils allaient voir les équipes au moment où ils avaient besoin d'être débloqués, et l'autre équipe disait en fait, moi j'ai planifié mon sprint, mon trimestre, mon année, je ne peux pas vous aider suivant l'ampleur du sujet. Et donc, on avait un taux de projet abandonné ou avec des gros retards qui étaient importants. Et donc, on a commencé à travailler sur un process pour se donner de la visibilité sur les projets de manière trimestrielle. Donc, il y avait d'abord, on doit se donner de la visibilité sur quelle granularité. Donc, on a construit la notion d'initiative produit, qui se matérialise par un Product Initiative Briefing. Donc, on a défini c'était quoi un template de briefing, c'était quoi le type d'information que tu avais besoin pour qualifier une initiative. Parler du problème que tu souhaites aborder, du coût de ce problème-là, aussi bien pour l'utilisateur que pour Payfit en soi, l'intention que tu as à propos de ça, et puis au fur et à mesure que tu avances dans ton projet, quel type de solution tu envisages, etc. Et une fois que le modèle était défini, on a mis en place un process pour, à une certaine date, donc c'est plutôt deuxième partie du trimestre, à une certaine date, on demande à chaque équipe de donner la liste de candidats pour le trimestre prochain. Donc, c'est toutes les initiatives sur lesquelles ils pensent travailler le trimestre prochain, et surtout de bien mettre en lumière, évidemment, les dépendances qu'ils peuvent avoir, et donc les besoins qu'ils ont d'autres équipes. Ensuite, on rentre dans une phase de 2-3 semaines d'alignement. Donc, ça vraiment, on demande aux équipes de bien identifier les initiatives qui ne sont pas de leur équipe, mais là où ils ont besoin de contribuer, qu'il y ait des conversations qui soient déclenchées, et on en arrive à l'avant-dernière semaine du trimestre où toutes les équipes vont donner de la visibilité sur la liste d'initiatives validées. Et quand c'est validé, ça veut dire si j'ai des dépendances qui sont mentionnées, elles sont aussi validées par les équipes dépendantes. Comme quoi, ils sont au courant que ce travail-là devra être effectué sur le trimestre et qu'ils vont devoir y contribuer, et donc ils l'ont pris en compte dans leur bande passante. Et ça, donc on a commencé par d'abord modéliser c'était quoi un briefing, ensuite on a pensé le process avec c'était quoi les rituels, etc. Et on a fait tout ce support-là principalement dans Notion, qui était un peu notre outil fourre-tout à l'époque. Donc on bidouillait ça dans Notion, puis au bout d'un moment, donc tu le déploies sur une partie des équipes, et puis après tu touches une autre partie des équipes, puis quand on avait touché toutes les équipes, on a encore fait quelques itérations avec on va dire cette construction artisanale dans des outils non adaptés.
Et puis au bout d'un an et demi, on a lancé c'est un peu le projet follow-up suite, tu vois, où on se dit bon ok, maintenant on maîtrise la notion de briefing, on voit l'intérêt de se donner de la visibilité sur les dépendances, on voit que ça nous apporte quelque chose. Par contre, on va pas se mentir, on n'a pas les bons outils pour le faire. Notion c'est complexe, c'est pas forcément adapté, il y a plein de choses qui nous manquent pour aller plus loin. Et donc, c'est là où on est commencé à rentrer dans une réflexion d'outillage sur tout ce qui est gestion de produits. Et on a commencé à travailler sur OK, si on n'était pas dans Notion, de quoi on aurait besoin. Donc, grosse discovery des besoins, où on en est sorti avec des user stories de ce que devrait faire l'outil. Il y a beaucoup d'outils de gestion de produits en ce moment. Donc, on avait une bonne quarantaine d'outils d'abord on cherche des informations, on en a éliminé une partie, ensuite on en a bêta testé plusieurs, et puis on en a fait bêta tester par des équipes concrètement pour arriver au choix de product board. Donc ça c'est quasiment bien 6 ou 9 mois d'identification des besoins, de bêta testing de notre côté, de testing des équipes, et après le déploiement de product board qui vient du coup complètement supporter. C'est là-dedans maintenant qu'on met tous les briefings, c'est avec les vues roadmap qu'on fait ces rituels de la liste de candidats, la liste de validés, et ça va même encore plus loin parce qu'on a d'autres choses maintenant dans le product board. Donc les feedbacks internes, on display les roadmaps pour les autres équipes, mais c'est encore quelque chose qui est en cours aujourd'hui. Et tu vois, genre c'est là où la différence peut-être avec mon métier de consultant, où tout avait un début, une fin. Là, nos sujets, c'est plus un long fleuve tranquille, on va dire, puisque ce sujet-là, la gestion des dépendances, je l'ai commencé en arrivant, il y a plus de 2 ans et demi. Et aujourd'hui, Product Board, ça a été rollout principalement au printemps, donc plus de 2 ans après. Et on est encore dans une phase de consolidation de l'outil, de rollout des autres fonctionnalités qu'on n'a pas encore exploitées, et surtout l'intégration avec Jira qui est assez importante. Et ça, c'est des sujets qui sont hyper intéressants, mais c'est le côté parfois c'est long pour arriver jusque là où on devrait aller. Ouais, vous avez dû commencer par une version 1 très craft, très on essaye de le résoudre le plus simplement, efficacement possible pour tester si ça marche. Derrière, on trouve l'outil le plus adapté. Tu parlais à l'instant de Jira, c'est-à-dire que donc les deux doivent cohabiter potentiellement sans avoir trop d'overlap, de réécriture, un maximum de synchro. J'imagine que c'est un des gros critères pour le produit. Mm-hmm. Complètement. Et derrière, faire que tout le monde, qui déjà Jira, c'est quand même un beau bébé, quoi, que vienne adopter un nouvel outil complémentaire à Jira pour faire ces différentes étapes, quelque chose qui va revenir de manière récurrente. Il doit y avoir aussi peut-être des enjeux de formation, des enjeux derrière assez solides. Oui, complètement. Là-dessus, c'est toutes les méthodologies d'accompagnement au changement sont ultra nécessaires. On va vraiment être... Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que déjà, les équipes avaient beaucoup contribué dans la définition des besoins. Il y a aussi beaucoup de personnes qui avaient bêta-testé des outils, qui ont bêta-testé du coup Product Board. Et puis quand on a dû le configurer, on l'a fait évidemment complètement en co-construction des équipes. Donc on avait plusieurs sessions de workshop. Donc tout ça, en fait, déjà te dérisque un peu ta partie de gestion du changement. Tu casses les premières barrières parce qu'en fait, dès le départ, tu te crées une population qui est engagée, qui a co-construit avec toi et qui du coup sont des relais dans les équipes. Et il y a beaucoup de personnes, quand on leur parlait de product board au début, c'était « Ah non, pas du tout ». Et puis, j'ai eu l'écho d'un directeur qui m'a dit « J'ai quand même un PM qui a été en mode genre « ça se fera jamais » ou « ce sera trop nul » ou « ce sera trop compliqué », qui a fait les sessions de bêta-testing avec nous, qui du coup était dans le POC. Et la deuxième fois qu'il en a entendu parler, à peut-être un mois d'intervalle, ce PM-là était en mode ah non, c'est plutôt pas mal, franchement, c'est bien fichu, c'est bien structuré, ça va donner quelque chose. Et on sait très bien que comme ça, on peut déjà se gagner
se gagner de l'engagement et de l'adhésion. Et après, effectivement, c'est beaucoup d'accompagnement. Moi, je dis souvent, alors ça fait rire mon équipe, mais il y a deux stratégies. Tu as la stratégie carotte et tu as la stratégie bâton. Et ça, dans le change management, il faut avoir un peu des deux. Et la stratégie carotte, c'est vraiment tu vas juste expliquer ce que va t'apporter le changement en donnant beaucoup de contexte sur ok, on était dans cette situation là, on avait tel problème, on va faire ça et ça va nous faire gagner ça. Et donc tu as des populations juste en leur expliquant ça ou parce que c'était des douleurs si énormes pour eux, ils sont convaincus et ils vont s'onboarder très très vite sur ces sujets-là. Et en fait, c'est vraiment pas des populations, c'est pas vraiment des populations difficiles à engager. Et puis après, tu vas avoir des populations où tu vas avoir besoin de beaucoup d'accompagnement, beaucoup de support. Donc généralement, on a des phases où on fait, où il y a beaucoup de périodes où on fait beaucoup de support, on va répondre à beaucoup de questions, où on va accepter de refaire les formations, on va de revoir dans le détail, de faire du shadowing, etc. Donc t'as un peu cette phase d'hypercare où on est encore dans une logique, on va dire, carotte. Et puis après, au bout d'un moment, quand tu as engagé une grosse partie de ta population et puis qu'il te reste des détracteurs, on va rentrer plus dans une logique de ok, on va essayer de continuer à accompagner, on va faire des sessions dédiées. Et puis à un moment, en fait, ça va passer par le leadership et par les directeurs. Et quand tu as 85-90% de ta population qui à adopter ton nouveau process, ton nouvel outil, ta nouvelle manière de fonctionner, en fait, nous concrètement, on doit quand même passer à autre chose à un moment donné. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas un maillon de la chaîne, donc on n'a pas vocation à rester sur les sujets. On doit le redonner à l'organisation et donc on va le redonner suivant les sujets, soit au leadership, soit au directeur. Et après, c'est à eux de piloter leurs équipes et de faire en sorte que les dernières personnes qui sont plutôt réticentes soient dans la même logique que le reste pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne à l'échelle, quoi. Et c'est ça qui est assez fou. C'est à la fois c'est des projets longs et à la fois comme tu l'as répété, le but c'est que si on enlève le product ops, ça marche quand même. Et parce que vous créez presque à chaque fois un outil interne, même la V1 très fait main dans Notion, etc. Potentiellement, s'il y avait une disparition du product ops du jour au lendemain, cet outil-là était déjà fonctionnel et utilisable sous la condition qu'une grosse partie des équipes l'ait bien adopté, l'ait bien compris et compris sa valeur. Mais en fait, à chaque fois, il y a un livrable interne presque qui est autonome. Ah oui, complètement. Pour le coup, la version dans Notion était complètement autonome. Il y avait des frustrations liées à l'outil qui permettait pas de faire certaines choses, mais on aurait pu très bien disparaître à ce moment-là et juste transmettre l'orchestration de la timeline, qui en soi est le dernier truc qui te reste en termes de run, au directeur. Il l'aurait très bien fait, ça aurait pas été une charge immense et ça aurait fonctionné tout seul. Bon, après, Notion n'étant pas un outil incroyable en termes de gouvernance, ça aurait peut-être été rapidement le bordel. Mais oui, sur le principe, c'est qu'effectivement, on est aussi capable sur ces sujets-là de s'il y a d'autres urgences, de pouvoir à la fin d'une itération mettre le sujet en pause, passer à autre chose et puis laisser la solution actuelle vivre. C'est un écosystème vivant, hein, un operating system de cette taille-là pour un département qui grandit aussi vite. C'est rare que ce qu'on construise à un instant T soit toujours valable et pertinent 1 an et demi, 2 ans après. Donc on sait très bien que à intervalles réguliers, les sujets vont revenir. Oui, c'est pas non plus des choses complètement intemporelles. Et en termes de méthodologie pure, par contre, donc la méthodo, par exemple, qui a été construite pour cette gestion des dépendances, notamment, c'est quelque chose que vous gardez 100% en interne ou qui est partagé en extérieur de Payfit?
Alors ça pourrait être partagé. Est-ce que ça l'est? J'en sais rien. Je sais qu'il y a plusieurs VP, directors qui font des podcasts comme on est en train de faire là, ou qui rédigent des articles. Enfin, on a aussi le, 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 le blog Payfit Backstage avec pas mal d'informations sur la manière dont on travaille, les différents process qu'on peut avoir. Donc c'est plus on va dire à l'opportunité d'échanger. Il y a rien qui est secret pour le coup. Il y a rien sur lequel on n'est pas on n'a pas envie d'échanger. C'est juste est-ce que ça a été fait ou pas. Je suis pas en mesure de dire là sur ce process là. Je pense pas qu'on ait rédigé quoi que ce soit. C'est une bonne idée d'article pour Backstage, tiens. Mais on est très, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le milieu de la tech d'ailleurs, c'est que l'idée de secret entre entreprises existe pas vraiment. Nous, dans nos phases de discovery, quasiment systématiquement, on va contacter d'autres entreprises et d'autres équivalents Product Ops, parce qu'il n'y a pas toujours des Product Ops, pour leur Ouais. demander ok, bah, nous, on a un problème sur la gestion des traductions. Vous faites ça comment? Et il y a toujours une phase de benchmark. Et c'est ça que j'aime bien avec la tech, c'est que les gens sont hyper ouverts euh, et, euh, et ont vraiment pas de problème à parler de la manière dont ils procèdent, ce qui a marché pour eux, ce qui a pas marché. On a vraiment des retours d'expérience qui sont vraiment faciles. Et du coup, bah, un peu pareil que tout ce milieu-là, chez Payfit, on n'a pas trop de problème à parler de la manière dont on fait les choses ou de la manière dont on est structuré ou de nos process ou des outils qu'on utilise. C'est juste ce que quelqu'un en a déjà parlé ou pas. C'est plus ça. OK, ouais, bah, ouais, c'est super intéressant de voir qu'il y a une vraie communication, entre, bah, les différents rôles de Product Ops entre les différentes entreprises ou même avec des rôles différents et qu'il y a une belle collab, c'est assez agréable à entendre. Pour, terminer cet épisode, j'ai 2 petites questions à te poser plus sur l'avenir du Product Ops. On a beaucoup parlé que c'était en partie du travail de changement, d'évolution au sein de l'entreprise et quels sont les enjeux d'évolution lui-même du Product Ops? Est-ce qu'il y a des gros défis, que tu prévois là, dans les prochains mois, prochaines années, que ce soit chez Payfit ou même dans le monde du Product Ops en général? On a déjà eu pas mal d'évolutions dans l'équipe. C'est un métier qui bouge beaucoup parce que c'est un métier qui est neuf et qui est pas si bien défini. Donc, même dans l'équipe, on a commencé avec un mode très pompier opérationnel au tout début. On n'avait pas vraiment de mission comme celle que j'ai pu te présenter au départ. C'était vraiment complètement à l'opportunité. Enfin, vraiment où ça cramait le plus, on va pas se mentir, opérationnellement parlant. Ensuite, pour moi, on a eu un peu une deuxième phase task force où, ok, on avait un rôle, des missions, mais tout le monde avait un peu le même profil, était un peu touche à tout. Et puis depuis un an, on s'est un peu plus expertisé. Maintenant, j'ai 4 pôles dans l'équipe. J'ai vraiment des chefs de projet qui sont vraiment sur l'amélioration continue des process, sur l'implémentation des outils. J'ai des analystes qui sont vraiment sur la partie avoir accès aux bons outils pour faire de l'analyse de données, former les équipes et les coacher autour de comment je définis mes success metrics, comment j'utilise la donnée, le pilotage des OKR, ce genre de choses. Euh, je vais avoir aussi des experts sur des sujets particuliers. Donc, dans l'équipe, il y a une personne qui est vraiment autour de la gestion de la connaissance, la documentation technique, et une seconde personne qui est que sur la formation. Et enfin, le dernier pôle qu'on a créé, c'est de la gestion de programme, parce qu'on se rend compte que Payfit a tellement grandi qu'il y a eu besoin de rajouter des profils de programme manager qui, sur des projets qui sont fondamentalement transverses, qui ont besoin d'activer plusieurs streams d'activités en parallèle pour pouvoir remplir un même objectif, il y a besoin d'une surcouche de coordination, d'alignement, de quelqu'un qui a une vue 360 et qui est capable de voir les risques et de mettre en place des actions pour pouvoir les contrecarrer.
Et ça, on l'a perçu au fur et à mesure. C'est marrant parce que l'équipe, pour moi, elle est à la lumière de l'organisation à laquelle elle est rattachée. Donc, on a vraiment grandi et on s'est expertisé selon les trous dans la raquette qu'il y avait dans l'organisation qu'on avait. Donc, j'imagine qu'elle va continuer à évoluer un peu de cette manière-là, mais pour le moment, j'envisage pas de gros changements. Après, sur le métier de Product Ops, plus généralement, il y a une communauté qui grandit, et ça, c'est assez beau et intéressant à voir, parce que pour le coup, quand j'ai commencé, on était très peu en France. On n'était pas beaucoup en Europe et il y en a un petit peu plus aux US, mais pas forcément les mêmes typologies de métiers. Et c'est encore hyper intéressant parce que c'est jeune, donc on se rend compte qu'il y a quand même des grosses différences entre un product ops d'une entreprise A à une entreprise B, mais tu as des concepts communs, le fait de vouloir aligner une organisation, produit, d'abord entre elles, puis avec le reste de l'entreprise. C'est logique de faire gagner en efficacité. Ce côté très humain avec les équipes. Et c'est hyper intéressant de voir cette communauté-là grandir et partager. Il y a quelques instances qui commencent à pas mal travailler sur le sujet, notamment t'as Product Led Alliance qui font des summits autour des sujets Product Operations. Euh, Moi et Tiffany Dubois chez Spendesk et Charlotte de Beauregard qui était anciennement directrice Product Up chez Doctolib, on a commencé à essayer de construire une communauté française. Donc ça commence tout juste, mais il y a des choses à faire parce qu'on a beaucoup de parallèles dans les sujets, dans les challenges qu'on a. Et je trouve ça hyper intéressant de voir ce métier naître et grandir et même être challengé par des grands noms du monde du produit. Donc, on m'a beaucoup parlé des commentaires de Marty Kagan sur le métier de Product Ops. Je n'ai pas lu son article volontairement parce que je considère qu'il n'a pas fait ce métier et qu'il ne le connaît pas, donc ça ne m'intéresse pas. Mais je trouve ça intéressant que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est pertinent? Quand c'est pertinent quand d'avoir une équipe Product Operations? Comment je la définis? Et c'est marrant de voir que chacun le fait un peu à sa manière et ça a un côté encore très entrepreneurial. Et moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce métier-là, c'est que tout soit pas défini et qu'on le construise un peu au fur et à mesure. Donc c'est intéressant. Après, est-ce que un jour il y aura un standard et que tout le monde fera du product operations de la même manière? Je sais pas. Moi, j'y crois pas. Mais parce que je pense qu'une équipe product operations, c'est vraiment le miroir de l'organisation produit auquel c'est rattaché. Et que du coup, on aura autant de rôles et de missions de Product Ops que tu as d'organisation produit dans le monde. Mais c'est hyper intéressant de voir ce qui est commun et ce qui l'est pas entre les populations. Et c'est surtout ça qui est assez riche sur ce métier-là, je trouve. Ouais, le fait de il n'y a pas de bonne solution absolue et chacun a sa bonne solution adaptée prend complètement sens en fait Complètement. en Product Ops. Complètement. T'as failli anticiper ma dernière question, mais t'as pas encore répondu, qui était à partir de quel stade ou quel signe dans une structure on doit commencer à se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un Product Ops? C'est marrant parce que c'est vraiment une question classique qu'on me pose quand quand je parle de ce rôle. Elle est pas évidente parce que globalement, ce que je dis assez souvent en rigolant, c'est que le moment où vous allez le faire, ce sera trop tard. Je pense que c'est un truc net, clair et précis. La première fois qu'on accueille des Product Ops, globalement, c'est qu'on en a ressenti le besoin et qu'il aurait peut-être fallu les avoir quelques mois avant. C'est qu'il y a déjà du travail à rattraper. C'est ça. Mais je pense qu'il y a deux éléments
qui vont influencer à quel moment c'est le plus pertinent, c'est la vitesse de croissance. Parce qu'en fait, c'est normal qu'une petite organisation produit, ces sujets-là de structuration et d'operating system soient principalement portés par ton CPO ou ton product director ou TPM directement, et c'est normal. Mais par contre, quand tu commences à rentrer dans une vitesse de croissance importante, en fait, ces personnes-là, elles vont plus réussir à dédier suffisamment de temps à la structuration de ton organisation. Elles vont avoir beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que d'un point de vue recruter rapidement des nouvelles personnes, les former, faire en sorte qu'elles aillent bien, eux s'adapter à un environnement drastiquement changeant. Donc en fait, là, tu as envie d'avoir cette équipe catalysatrice d'énergie qui porte ces sujets-là et qui fait en sorte qu'ils arrivent. Donc il y a vraiment cette notion de vitesse de croissance. Et après, il y a une certaine taille où ça commence à être pertinent parce qu'effectivement, des directeurs vont commencer à porter des organisations qui sont un peu importantes et donc la structuration de leur équipe commence déjà à être conséquente et donc ils ont plus suffisamment de temps à passer sur la standardisation et comment on s'aligne entre équipes et donc tu peux avoir besoin de cette équipe-là. Donc pour moi, c'est un peu une combinaison des deux. Tu vas le faire à une organisation plus petite si tu as prévu d'avoir une croissance très rapide. Là où tu peux attendre un petit peu plus longtemps si tu as une croissance plus faible et attendre une certaine taille. Et puis après, la dernière dimension, c'est vraiment l'appétence des leaders pour ces sujets-là. C'est aussi complètement normal d'avoir peut-être une équipe Product Ops ou une personne Product Ops plutôt dans une boîte où les leaders n'ont pas forcément d'appétence pour ces sujets-là et vont préférer déléguer ces tâches-là. Là où, au contraire, tu peux avoir des organisations où les PM adorent avoir cette partie-là dans leur travail de structuration. Ils vont aimer passer 15-20% de leur temps sur ces sujets-là transverses. Et donc, ça peut aussi repousser l'arrivée de tes premiers Product Ops. Comme le Product Ops en tant que tel, ça doit vraiment s'adapter à la situation et quand le besoin s'en fait ressentir, qui peut prendre la charge et si personne peut ou que c'est une meilleure solution de le séparer, là le Product Ops prend tout son sens et va venir apporter de la valeur. Complètement. Eh ben, merci beaucoup. Désolé d'avoir fini par la question la plus bateau, mais c'est vrai que c'est forcément celle qui finit par arriver une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est le Product Ops. Elle est hyper intéressante. Elle est pas bateau, elle est classique. C'est-à-dire que c'est une vraie question. Hein. Ça me fait juste sourire à chaque fois que ce soit vraiment celle-là qui revient systématiquement. Mais elle est hyper intéressante parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Donc c'est pas simple d'identifier le bon moment pour déclencher cette décision-là. C'est clair. Eh ben, merci en tout cas de nous avoir partagé ton expérience et de faire partie quand même des premières à pousser ce métier, en tout cas en France, et même comme tu le disais en Europe où il n'y avait pas grand monde il y a 2 ans, et ça commence à se construire au fur et à mesure. Je vais te laisser le dernier mot dans ce podcast pour dire aux auditeurs peut-être où ils peuvent te retrouver. Tu as parlé de la communauté à laquelle tu participes en tout cas et que tu essayes d'animer, donc peut-être où ils peuvent te retrouver là-dessus. Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin. Ok. C'est toi qui a le micro. Ça marche. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment hyper intéressant de pouvoir discuter avec toi et merci de m'avoir invité dans ton podcast. Et sinon, si les auditeurs se posent des questions sur ce métier-là, tout d'abord, le plus simple, c'est de m'envoyer un message sur LinkedIn. Je suis toujours dispo pour discuter un peu plus en profondeur de ce métier-là. Effectivement, on a commencé à un peu construire une communauté de Product Ops. Pour le moment, elle est très dédiée aux gens qui font ce métier-là, parce qu'on essaye vraiment de créer un sentiment d'appartenance et une zone d'échange.
ce qu'on n'a pas encore complètement craqué pour être honnête. Donc elle n'est pas complètement ouverte à tout le monde. J'espère qu'un jour on sera suffisamment, on arrivera suffisamment à échanger, etc. pour du coup faire découvrir à d'autres dont c'est pas le métier, ce métier-là. Et sinon, il y a pas mal de documentation aussi sur le blog Payfit backstage, si les pratiques, la manière dont on est structuré chez Payfit, les process, ces choses-là intéressent les auditeurs. Je les invite à aller naviguer dans le blog, il y a pas mal de choses. Merci d'avoir écouté cette rencontre, c'était un vrai plaisir de discuter avec Marie et de découvrir son métier de Product Ops. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce rôle relativement récent. Si vous avez aimé, notez le podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée et partagez l'épisode sur LinkedIn, sur Slack, sur Twitter, sur votre plateforme préférée. C'est toujours cool pour faire connaître Parlons Design, pour faire aussi connaître le métier de Product Ops de Marie. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut!